À Lyon, la Suisse, c'est comme le pays des merveilles. Ce sera lui ou moi. Ils ont dit à mon mari, bouge pas, sinon je tire. C'est malheureusement ce qu'on craignait et puis c'est Si arrivé. je les avais eus sous la main, je crois que je pouvais les matraquer. Saint-Gingolph, à l'extrémité orientale du Léman. Voilà des siècles que le lac et la montagne protègent ce village entre le Valais et la Haute-Savoie. Mais depuis 3 ans, ils ne suffisent plus. Pour Daniel Rappa, tout a basculé durant la nuit de Noël 2007. Ils ont cassé le store, ils ont forcé la porte et ils ont réussi à pénétrer, ils ont réussi à voler avant que la police arrive. Et 3 jours après, ils ont réessayé. Et là, par contre, la serrure supplémentaire que j'avais fait poser sur la porte a résisté. Vous en parlez avec les autres commerçants de Saint-Gingolph? Surtout avec mon voisin immédiat, parce que en plus, on a été victime en même temps. Donc oui, on en a parlé, c'est clair. Ouais. Puis tout le village en parlait, c'est normal. Quand vous arrivez le matin à 6h30 et vous voyez votre porte fracassée, déjà, vous prenez déjà du recul. Vous dites, oh là là, ça y est, c'est à moi. Puis vous attendez quelques instants, puis il faut rentrer, quoi. Et comme je suis bureau de change, donc derrière nous avons un coffre, et là, vous regardez qu'il n'y a plus de coffre, il y a un trou. Là, vous tombez des nues. Ils sont passés par là, je ne sais pas comment ils sont passés d'ailleurs. S'ils l'ont soulevé, la banque n'a pas bougé, enfin ça reste encore un mystère. Mais c'est sûr que la nuit, j'ai un coup de fil en pleine nuit, ma première réaction c'est que ça y est, on s'est fait encore cambrioler, quoi. Après 15 années sans histoire, Martine Bonan détient désormais le record des cambriolages à Saint-Gingolph. Après un vol, le carnage. En fait, le premier vol, on est surpris. Hein. Le deuxième vol, on commence à se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le troisième vol, on est très énervé, plus qu'énervé. Et quand on arrive au quatrième, si je les avais eus sous la main, je crois que je pouvais les matraquer. Si ça se reproduit, vous allez continuer à tenir ce kiosque? Non, parce que franchement, je veux pas tenter le diable. Est-ce que la police a pu vous dire de quelle région sont venus les cambrioleurs? De Lyon. C'est le point commun de tous ces cambriolages. Les auteurs viennent à chaque fois de l'autre côté de la frontière. Et un matin d'avril 2009, ce que beaucoup d'habitants redoutaient se produit aux abords du village. Personnes qui sont arrivées chez moi, et c'était 6h moins quart du matin. Ils ont pris la vendeuse, vraiment, elle s'y attendait pas. Et ils l'ont tiré jusqu'au coffre à 4 pattes par les cheveux, donc c'est immonde pour l'être humain. Ça lui a bousillé sa vie au niveau professionnel. Du reste, elle n'est pas revenue chez moi. Elle n'a plus jamais voulu se remontrer, en tout cas en public, ici, dans la région et envers moi. Honte d'elle, honte de ce qui s'était passé, de ce qu'on lui avait fait, corporellement. Ça me touche intérieurement. Moi et mon personnel, ça fait qu'un. Si quelqu'un est touché, je suis très touché aussi. Et ce qui fait que la nuit, on dort mal. Le matin, je me demande sur la route, qu'est-ce que je vais retrouver de ma station. Tour de la station voisine d'être attaquée, mais cette fois-ci
la vendeuse n'est pas seule. Pour être honnête, au départ, j'ai cru à une plaisanterie, moi. Une plaisanterie de carnaval ou une plaisanterie de très mauvais goût, peut-être, d'un client, parce qu'on avait un peu blagué sur l'histoire des braquages juste avant, quoi. C'est ce que j'ai cru au départ. Et cette personne, en entrant, s'est trouvée face à moi, s'est trouvée un peu surpris, je pense, et sans aucune raison flagrante, on va dire. Il m'a simplement mis en joue et tiré avec son arme équipée d'un dispositif moutarde ou poivre ou chose de ce genre. Et voilà quoi, bon, ben, ça a fait boum. La personne qui était là a eu un peu aussi un moment de panique. Finalement, elle lui a donné la caisse et il est parti en courant là-bas dans la nature. Alors que nous, les deux qui étions dedans, on ne voyait plus rien. On était mais vraiment quasiment aveuglés par cette substance qui l'a tiré. Hier, la délinquance transfrontalière ne touchait que Genève. Aujourd'hui, elle pénètre toute la Suisse romande et beaucoup de ces criminels viennent de Lyon. Leur principal atout, une audace qui frise l'inconscience. Ils l'ont encore prouvé en fin d'année à Genève en attaquant des banques à l'explosif et au fusil d'assaut. Lorsque la police intervient, ils tirent en pleine rue, comme à Taunay. Autre cible de choix, le casino de Bâle, braqué en 5 minutes. Et puis, il y a cette course-poursuite sur l'autoroute qui coûte la vie à un jeune de la banlieue lyonnaise. De l'audace, il en a fallu à cette équipe en arrivant devant une station-service de Valorbe. Cette affaire de Valorbe montre tous les ingrédients de ce type de délinquance. C'est le vol de véhicules de luxe, le transfert de plaques, volé aussi la plupart du temps, cambriolage de commerce, en particulier les stations-service. Et lorsqu'ils sont confrontés à la police, ils n'hésitent pas à fuir en roulant à très haute vitesse. Après un premier cambriolage de commerce, les 3 ados volent une voiture et trouvent une nouvelle cible. On retrouve la trace de ce véhicule à la fin du mois de mai, le 29 mai à Valorbe, sur le lieu du cambriolage des stations-service. Ils avaient muni la Ferrari de plaques, volé à Neuchâtel la nuit précédente, et puis après ce cambriolage à Valorbe, ils partent de nouveau sur la France, et ce n'est que le 10 septembre qu'on retrouve la trace de la Ferrari à Lyon. La gendarmerie vaudoise suit de très près cette délinquance. Sa cellule d'analyse recoupe les informations des polices romandes et de France voisine. Objectif, mettre un visage sur ces nouveaux malfaiteurs. Bonjour. Salut Jean-Christophe, ça va? Bien toi? Oui, merci. Alors, ils ont retrouvé cette Ferrari? Il paraît. À Lyon au mois de septembre? C'est exact, oui. C'est une bonne chose. Alors, bon ben... L'idée va pouvoir retrouver des traces. Alors celle-ci est neutralisée, mais évidemment il y en a d'autres. Hein. Elle n'a pas brûlé, je pense qu'ils ont du respect sur la marque. Il y a les plaques qui n'ont pas été retrouvées. D'accord. Une châteloise. Mm-hmm. Les plaques vaudoises ont été retrouvées? Il n'y en avait pas. On n'a jamais vu ces plaques sur le véhicule. Donc je pense qu'ils ont dû les utiliser le temps de se déplacer sur Neuchâtel, par exemple. Et puis les jeter, hein, ça c'est clair. Pour nous, hein, observateurs depuis le canton de Vaud, nous n'avons pas l'impression d'avoir affaire à des gens issus du grand banditisme. Pour nous, le grand banditisme, c'est des malfaiteurs très dangereux, organisés, avec des règles, avec des patrons. En ce qui concerne ces individus, ils sont tout aussi dangereux, par contre, que les membres du grand banditisme. Dangereux par le risque qu'ils font courir aux automobilistes, à la police, lorsqu'elle tente de les appréhender. Déjà là, c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est lorsqu'ils agressent carrément une personne pour lui voler son véhicule. Donc là, il y a une grande violence. Il y a également une violence, alors là, on monte encore d'un cran, lorsqu'on s'attaque à des établissements commerciaux et bancaires, postes, bureaux de change, banques. Là, le danger est réel, on utilise des armes à feu, des armes blanches. Tous ces gens-là sont réunis sous l'égide d'une certaine violence très dangereuse, mais pour moi, je ne l'appellerais pas grand banditisme.
Qu'est-ce qui pousse ces hommes à traverser la frontière? Pour le savoir, Temps Présent a obtenu une faveur exclusive, rencontrer 2 d'entre eux dans un pénitencier roman. Notre premier rendez-vous est un Lyonnais d'une vingtaine d'années, un multirécidiviste. À Lyon, la Suisse, on l'appelle le pays. On l'appelle pas, on dit pas la Suisse. La Suisse, on l'appelle le pays parce que c'est comme le pays des merveilles. T'arrives, il y a tout. Et il y a moins de sécurité. Les gens, ils sont moins à l'affût. Tandis qu'en France, chez tout le monde, la nuit, c'est fermé. Ici, les gens, ils laissent ouvrir chez eux. Tu rentres, bonjour. C'est normal. En France, c'est tout barricadé. Et même les entreprises et tout. Moi, j'ai fait des trucs ici. Moi, je me suis dit, il allait avoir des alarmes. Rien, ça sonne pas. Je comprends pas. Pourquoi les gens, ils sécurisent pas? Après, c'est vrai qu'ils s'étonnent pourquoi ils se font voler. Ils sont naïfs, les Suisses? Ouais. Franchement, ouais. Et pour nous, chaque Suisse, il est riche. Tous les Suisses, ils sont riches. Lapin, il est pas riche. Tout le monde, il est riche. Les grands, ils nous ont laissé que de la poussière. Et il n'y a plus rien pour nous. Si tu veux t'en sortir, il faut travailler. Après, voilà, on arrête l'école à 13 ans, personne n'a de diplôme. Même tu veux t'inscrire à la mission locale ou quoi, ils te trouvent rien. Ils trouvent peut-être un vieux boulot pourri, tu peins des trucs, et après t'es malade. Ça fait personne fait, et tout le monde, il va faire ce qu'il veut. Et aussi, si les gens, ils font des conneries et tout, c'est qu'ils voient, il est grand, ils ont tout. Ils voient une belle voiture, ils partent en vacances, ils nous font montrer leurs photos. Nous, ça nous donne des idées. Après, on se dit, pourquoi lui fait ça et pas nous? C'est pas de l'incitation, mais il nous expliquait un peu, vous êtes mineurs, allez-y, vous risquez rien, vous êtes des gamins, allez-y. Et nous, après, on est naïfs, on y va, et puis voilà. C'est un engrenage. Par exemple, demande, il y a des pélos de mon quartier, des gens, il y a des gars de mon quartier, ils vont aller faire ça. Ils me disent, vas-y, viens, nanana, nanana. Mais non, je viens pas et tout. En 2 minutes, ils te motivent. Sale tapette, qu'est-ce que tu fais, là? Bah, c'est bon, je viens. Et tu pars. C'est pas, y a pas de, c'est l'autre, il motive l'autre, l'autre, il motive l'autre, et tout le monde y part. Ils enfoncent tête baissée. Il n'y a pas de limite. Il n'y a personne pour nous arrêter. Après, voilà. La police? Même la police, ils font pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a une arme, une plaque. Nous aussi, on peut avoir des armes. Après, c'est lui contre moi, soit lui sur moi. C'est ça. En plus, les armes, maintenant, tu les trouves de partout. Quel type d'arme? Tout ce que tu veux. Quel type d'arme? Après, on n'est pas des terroristes non plus. Je sais pas, un magnum, une calache, c'est vite fait à trouver. Notre second rendez-vous est un grand frère de 40 ans, condamné pour braquage à 6 ans de prison. Et pourtant, même lui est inquiet en voyant les plus jeunes. Avant, les mecs, ils allaient faire un braquage, on va dire, avec une arme de poing, comme on dit, avec un pistolet, et éventuellement un fusil à pompe. Maintenant, je crois que le fusil à pompe, c'est devenu ringard, hein, j'ai l'impression. Si le mec, il a pas une Kalachnikov, ils ont tous des gilets pare-balles. Je veux dire, voilà, quoi, je veux dire. Mais la plupart, c'est pas ça le pire. C'est que souvent, il n'y en a jamais un qui a tiré avec. Donc voilà, des armes comme ça dans les mains de certains petits jeunes, c'est très dangereux. On l'a vu, de toute façon, dans les bijouteries qu'il y a eu ces derniers temps, tous les braquages qu'il y a eu à Lyon, dans les fourgons qu'il y a eu à Marseille, je veux dire, les mecs, ils n'hésitent pas à tirer, même pour rien, je veux dire. Ça prouve bien, voilà, que c'est pas des gens vraiment, vraiment très, très, très structurés. Parce que des gens qui ont vraiment l'habitude, voilà, qui ont déjà un savoir-vivre, qui connaissent bien ce domaine-là, ils ne tirent pas. S'il n'y en a pas besoin réellement, pourquoi tirer? Voilà. Moi, j'ai connu des gens qui vont faire des braquages, ils ne sont même pas chargés, les armes. Comme ça, même s'il y a un problème, au moins, voilà, il n'y a pas de mort, c'est pas grave, ils préfèrent se faire attraper. Mais voilà, eux, ils viennent, ils sont armés, ils sont chargés, ils sont prêts à tirer, ils tirent, et de toute façon, des fois, ça part sans faire exprès, ça arrive plusieurs fois. Donc voilà, c'est ça qui fait peur, tout ça. Les jeunes, ils sont plus patients comme à notre époque à nous, ils sont impatients, ils veulent tout de suite. Exemple des braquages de bijouterie qu'à l'époque, il fallait avoir peut-être commencé entre 25, 28, 30 ans, même dépasser 30 ans. Maintenant, c'est des jeunes qui ils ont des fois 19 ans, 20 ans, et avec une détermination incroyable, quoi, je veux dire. Et je pense que la génération de maintenant, des fois, de faire des brigandages ou des braquages, quoi que ce soit, c'est juste au départ pour amasser un peu d'argent pour investir dans ce qui se fait maintenant de plus, dans le stupéfiant, quoi. Vers 15h, 4 hommes cagoulés, vêtus de noir, déterminés et armés de fusils d'assaut, s'en sont pris à un bureau de change situé rue de la République, à 100 mètres de l'Opéra de Lyon et de la mairie centrale. La porte du bureau de change a été attaquée à la disqueuse, puis des petits jeunes surarmés et inconscients, à 1h30 de Genève à Lyon, c'est déjà une réalité. Le grand banditisme, c'est depuis 30 ans la spécialité du commissaire Néret. Ce matin, il tient enfin les preuves qui lui manquaient. Tiens, Claude,
Tu as vu le dossier photographique réalisé à partir des surveillances là? Je veux dire. Celui-là, il est super. Voilà, les éléments de preuve irréfutables. Je pense que l'équipe aura du mal à s'en sortir maintenant. On va transmettre ça au magistrat. Avec ça, s'ils sont pas contents avec ça, je crois que là, c'est... Ouais, je pense que c'est fin d'une épopée pour cette équipe-là. En une année, la région lyonnaise a subi plus d'une vingtaine de braquages, de gros coups, ponctués parfois d'une fusillade. Cette fois-ci, c'est un bureau de change. Le gars que vous avez en garde à vue, il est chez nous là ou il est à Chambéry? Il ne voulait pas déposer quoi? Oui. Non mais il y a le trafic de voitures, le braquage en Suisse. Ouais. Ouais. Perfecto. Merci Jules. Bon. C'est un braquage en plein jour d'un bureau de change en plein centre-ville, rue de la République, à 20 mètres de la mairie et à 200 mètres du commissariat. C'est-à-dire que ces malfaiteurs savent que leur action va durer plusieurs minutes. Et elle a duré presque 5 minutes, cette action, avec un calme incroyable. On a 2 individus qui sont sur la voie publique de manière ostensible, cagoulés, en combinaison avec des fusils d'assaut, et qui ont intégré le fait qu'ils peuvent être confrontés à une intervention policière. Pour couvrir leur fuite, les hommes se saisissent d'un passant. À l'intérieur, leurs complices découpent la porte de l'établissement et sortent avec 100 000 € de butin. L'otage sera relâché quelques minutes plus tard, mais les braqueurs tireront et blesseront un automobiliste. Vous avez tout un tas de policiers municipaux qui ont vu l'action. Mais évidemment, ils comptent sur la non-intervention de la police parce qu'ils sont rue de la République. Vous avez 200 personnes autour de l'établissement qui est braqué qui sont en train de regarder l'action comme si on était au cinéma. Et donc, évidemment, nous, sur le fait, on ne peut rien entreprendre. Donc notre action, c'est de réunir des éléments avant l'action et de ensuite prévoir l'intervention après l'action de manière à rapporter à la justice des éléments de preuve irréfutables. Ouais, ce qui est certain, c'est qu'on a affaire à des individus qui opèrent sur la région lyonnaise, mais il ne faut pas croire que ces gens-là ne vont pas opérer aussi de l'autre côté de la frontière. Déjà, ce sont des gens qui se fournissent en véhicules automobiles de gros cylindrés de l'autre côté de la frontière, puisque un certain nombre de véhicules qu'on a vu passer entre les mains de ce groupe sont des véhicules qui ont été volés à Genève, ou bien en homejacking ou en carjacking. Donc ce sont des gens qui ont déjà imprimé le fait que la Suisse, pour eux, est un territoire facilement accessible. Et donc facilement accessible au niveau de la fourniture de voitures, et facilement accessible aussi au niveau de la commission et du passage à l'acte sur des établissements sensibles comme les banques et les bijouteries, puisqu'on a pléthore de braquages de bijouterie ou de banques commis en Suisse, à Genève en particulier, qui sont l'œuvre de malfaiteurs issus de la banlieue lyonnaise. Dès qu'on a affaire à une équipe organisée, on a régulièrement une Kalachnikov, un fusil d'assaut ou un pistolet mitrailleur. Mais la Kalachnikov, c'est devenu quand même, je dirais, le matériel de base pour tout braqueur qui monte son activité de manière habituelle. Et comment les braqueurs font pour se procurer ce genre d'armes dans les cités? C'est des armes qui ont été diffusées en très très grande quantité dans les pays d'Europe de l'Est, et donc je pense que l'origine de ces armes, c'est les Balkans. Et donc apparemment, il n'y a pas de difficulté majeure pour retrouver sur le territoire français ce type d'armes en quantité raisonnable mais importante quand même. Et combien ça coûte? Alors, je pense que une arme comme ça sur le marché lyonnais, vous l'avez à 1000 à 2000 €. Des armes qu'on retrouve assez souvent sur les braquages, des choses comme ça, c'est des armes donc qu'on a essayé qui sont au départ des armes de chasse, des armes à canon lisse, qui sont des armes longues, et qui ont été raccourcies pour faciliter la dissimulation. Donc la plupart du temps, c'est des fusils à pompe, fusils à pompe qui tirent en fait des calibres de chasse. Puis qui sont toujours très impressionnants parce que très prisés aussi dans les feuilletons télé et les choses comme ça. Ah oui, perfecto.
Et au niveau de nos amigos, on n'a rien de particulier, ceux qui sont montés hier d'Espagne. Je dirais que ces quartiers sont inaccessibles aux méthodes traditionnelles de surveillance. Mais ils sont accessibles à la police. Mais ça, tout dépend de ce qu'on veut y faire. Nous, lorsqu'on veut rentrer dans ces quartiers, c'est pour faire un travail d'identification, donc un travail discret. Donc travailler discrètement dans ces quartiers sur une longue période, c'est la difficulté. Lorsque vous rentrez dans un appartement, si vous arrivez à trouver un appartement qui vous permet d'avoir une vision ou une surveillance permanente sur il faut y rentrer le matin, il faut en sortir le soir. Tout ça, c'est des moments assez compliqués parce que vous rentrez dans un immeuble, vous êtes un étranger, donc les gens vont voir rentrer dans un appartement, ils vont pas comprendre ce que vous y faites, et très vite, on va savoir qu'il y a des gens dans un appartement qui ont une attitude suspecte. Et très vite, votre surveillance va être détectée. Oui, là, on voit un groupe, par exemple, assez typique, juste en face, d'une dizaine de jeunes qui sont en bas de l'entrée de l'immeuble. Ils sont là tous les après-midi, donc quand ils n'ont pas l'habitude de vous voir, eh ben forcément, ils vont être attentifs, ils vont être sur leur garde, et s'ils font du trafic de stupéfiants, ben, ils vont se dépêcher de se dispatcher, de cacher leurs marchandises, etc., pour éviter tout contrôle. Direction Vaux-en-Velin, avec la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention. Voici l'un des 600 quartiers de France que le ministère de l'Intérieur qualifie pudiquement de sensibles. Là, on va arriver sur le secteur donc, de Vaux-en-Velin, la partie, on va dire, principale qui nous intéresse nous. En plus, c'est vrai que pour eux, il y a des choses qui sont pratiques, c'est qu'ils ont les accès directs aux autoroutes. Donc quand ils vont chez vous, ils ont des accès très directs pour vite rentrer sur leur zone et après s'engouffrer s'il faut dans des box, dans des sous-sols, avec des véhicules volés. Donc là, pendant qu'il fait encore jour, on va en profiter, on va rentrer carrément sur ce qu'on appelle la place du Mas du Taureau, qui est la place de référence à Vaux-en-Velin, parce que c'est là en général où il y a le plus d'incidents. Vous avez des magasins comme le ED qui a été braqué des quantités de fois. Vous voyez là les restes d'une voiture sûrement brûlée. Donc on voit sur les parkings, vous avez un tas de voitures abandonnées, cassées, pas forcément volées, hein, mais bon, les parkings extérieurs se transforment en garage à l'air libre. Tout le monde bricole, fait ses vidanges, désosse ses voitures, après ça reste dessus. On fera qu'un passage pour pas attirer trop l'attention. Voilà, c'est bon, vous avez compris? Vous avez entendu le coup de sifflet? Oh, hop, ça siffle, ça prévient. De l'autre côté de la place, les mecs qui matent. Ils n'hésitent pas à faire signe en disant là, il y a les keufs dans la voiture. Et voilà, ça fait en 5 secondes, la place, c'est qu'il y a du flic sur place. Et pour ça, ils peuvent toucher 50, 80, 100 euros par vacation, entre guillemets, comme on dirait. Donc à 13 ans, vous touchez 100 euros dans la journée. Qu'est-ce que vous voulez vous faire suer à l'école? Une vingtaine d'arrestations en une année, le bilan peut paraître maigre. Mais pour la BRI, démasquer ces équipes à tiroirs dont les membres changent en permanence, c'est déjà beaucoup. Donc il faut jouer d'imagination, hein. Il faut y venir la nuit. On a un travail énorme de nuit sur ces gens-là, parce que c'est le seul moment où on peut arriver discrètement dans un quartier et faire un petit travail, quoi. Dans ce type de délinquance, on a affaire à des actes de grand banditisme qui ne concernent pas forcément des malfaiteurs issus du grand banditisme. Mais ce sont des malfaiteurs qui ont quand même compris qu'il était important d'être assistés par des avocats qui, eux, ont fait leurs armes dans le domaine du grand banditisme. Donc on a quelques avocats pénalistes de renom qui sont ceux qui sont manifestement ceux récupérés par ces gens-là et qui sont des avocats extrêmement aguerris, donc qui ont un coût. Je ne vais pas vous donner un chiffre précis, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros à la fin pour un avocat qui va assister depuis le début un client qui est poursuivi pour braquage jusqu'à la cour d'assises. Là, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Comment font-ils pour payer des sommes aussi considérables? Malheureusement, on n'a pas les moyens de démontrer que l'argent qui sert à assurer la défense de ces individus est de l'argent qui provient du crime. On ne sait pas. Beaucoup des premiers caïds de banlieue sont morts à la fin des années 90. À 38 ans,
Redouane Faïd est un miraculé. 10 ans de prison pour celui qui braquait des fourgons au lance-roquettes. Une expérience dont il donne aujourd'hui sa version dans un livre. Il faut bien comprendre c'est quoi une attaque de fourgon blindé. Tu es en préparation pendant 3 mois, 4 mois pour 3 minutes de travail. C'est dire un petit peu la perfection que tu vas amener à chaque étape. Le fourgon blindé, il arrive déjà, tu as peur, tu as des palpitations qui sont assez extraordinaires, tu n'as plus de sang qui te coupe dans les veines, on est tous blancs, on est tous mouillés parce qu'on sue, c'est extraordinaire comment tu peux suer. Ça va très vite, la peur elle est là, mais elle disparaît au moment où vous entrez en scène. Parce que c'est toute une mise en scène ça. Vous savez, c'est peut-être un recours à la violence, mais ça reste du bluff. Parce que nous on est là pour faire peur, pour diffuser de la peur, pour mettre une pression énorme sur les convoyeurs de fond, pour qu'ils soient confortés dans l'idée que la seule issue qu'il a, c'est de coopérer avec toi, de t'ouvrir parce qu'il n'a pas le choix. Dans votre parcours à vous, quel rôle a joué la Suisse? La Suisse, ça a été hyper important pour moi car c'était une plateforme pour voyager à l'international. Et c'est un paradis pour les mecs en cavale et les mecs en clandestin qui veulent voyager. Pour la bonne et simple raison que lorsque tu voyages et que tu vas en Suisse, je ne dirais pas que les frontières sont poreuses, mais elles sont simples à passer. Elles sont faciles à passer si tu veux passer en voiture. Et si tu viens en TGV, si tu viens en première classe, tu es bien habillé, on ne me regardait pas mon passeport. Puis bon, quand j'arrivais dans les hôtels qui étaient à Genève, des gens très aimables, très accueillants, on sait que vous êtes étranger, vous êtes un homme d'affaires ou autre. Si vous parlez bien, si vous avez une bonne élocution, etc., on ne prête pas attention à ce que vous faites. Et j'en garde un excellent souvenir. Le jardin des eaux vives, j'ai beaucoup aimé. Le parc des eaux vives. Parc des eaux vives sur le lac Léman. J'allais manger souvent là-bas avec un camarade à moi qui faisait exactement la même chose. Alors, c'est marrant ça parce que je le faisais, mais c'est pas tout le monde qui le faisait. Nous, on évitait de le dire, parce que c'est dit, s'il y en a un qui se fait péter là-bas, après, ils vont surveiller les Français qui viennent là-bas, etc. Donc, si vous voulez, notre science à nous, on la partageait pas. Contrairement aux jeunes de cité qui, aujourd'hui, partagent tout. Les go-fasters, ils expliquent à tout le monde comment faut faire. Ceux qui viennent braquer les bijouteries à Lyon ou qui vont chez vous, ils expliquent comment faut faire. Ceux qui volent les voitures, ils expliquent comment faire. Nous, on n'était pas partageurs. Opulente, facile d'accès, Genève est la première cible des délinquants français. En 2009, ils y ont commis 23% des braquages. Pour les événements de la fin de semaine, ça commence dans la nuit, vendredi à samedi, par une tentative de carjacking à Sionnet. Lundi matin, à la brigade criminelle genevoise, c'est l'heure du briefing après un week-end mouvementé. Dans le dos cagoulé, on ne sait pas s'il voit une arme ou pas. Il a un bon réflexe, il ferme sa porte, il ment avec sa femme, ils vont se réfugier dans un établissement public du secteur. Et puis après, il donne l'alerte, donc on n'a absolument rien d'autre concernant ce signalement. Sionnet, à Jussy. 1h30 avant, donc là, il signale donc 4 individus du type maghrébin à bord d'une Mercedes C320 grise, département 69. C'est quand même particulier qu'ils arrivent avec ce véhicule. Est-ce qu'il a été carjacké récemment? Il faut qu'on fasse des recherches à ce niveau-là. Sur le côté de la journée, on arrive à 18h40, une tentative de braquage dans un centre commercial. Bon, ils ont des cagoules, donc c'est des fois difficile de donner l'âge. Mais ouais, français d'ici, quoi. Au niveau de l'accent. Et puis dernier truc, en France, donc Lyon a tapé ceux qui adressaient les convoyeurs de fonds avec les valises de sécurité. Ils ont récupéré en tout cas 50 000 € tachés. Et puis on a les noms des différents auteurs qui ont été communiqués dans la presse. Donc comme ça, je te laisse rentrer tout ça. On a des futurs stars. L'immatriculation pourrait correspondre à un des véhicules qui est vu en fait sur une tentative de braquage ici, sur un bureau de poste. Et puis c'est celle qui suit en fait le jour précédent, on a le braquage de la banque, là, de la Raiffeisen, je t'avais appelé pour ce truc. Donc ça a l'air assez lié, donc c'est assez intéressant comme truc. Genève, c'est une ville qui est attractive, un peu plus de 100 km de frontière avec la France pour 1,8 km de frontière avec la Suisse. On a tous les points de passage qui ne sont pas forcément gardés de façon stricte, comme on aurait par exemple entre le Texas et le Mexique. Donc on a 1 minute entre le moment où le délit est commis, où le bouton alarme est appuyé, pour réagir avant que la plupart du temps les gens se retrouvent en France. Donc pour eux c'est un gros avantage. Une fois qu'ils sont en France, ils ont beau jeu de changer rapidement de voiture, de l'incendier, de l'abandonner, de changer de véhicule. On part donc sur des véhicules qu'on ne connaît absolument pas, ce qui change totalement la donne par rapport aux informations qui peuvent être communiquées à nos collègues via les commissariats mixtes.
C'est ici, derrière l'aéroport de Genève, que Suisses et Français gèrent chaque année une 60aine d'alarmes transfrontalières. Ça, c'était quoi Je viens de recevoir une demande de la brigade des recherches de Bourg-en-Bresse suite à de nombreux cambriolages dans la région. Les auteurs sont susceptibles de se rendre côté suisse, donc je vais transmettre à mon opérateur la demande. Ouais, pas de problème. Super. Donc je transmets la demande pour voir. La coopération franco-suisse revient de très loin. Même pour communiquer entre elles, les forces des deux pays doivent enjamber une frontière. Cette valise devrait nous permettre très rapidement de pouvoir interconnecter nos unités de terrain, aussi bien côté suisse que côté français. Une fois que, par exemple, en cas de poursuite transfrontalière, eh bien, les unités de terrain pourront communiquer entre elles. C'est une mesure, on va dire, compensatoire à l'ouverture des frontières. Comment est-ce que ça se passe à l'heure actuelle pour que ces unités communiquent entre elles? On communique par l'intermédiaire des centrales d'engagement, mais le temps de réactivité est quand même plus important. Donc on devrait gagner en efficacité, en rapidité et surtout un échange direct entre les unités de terrain. Les améliorations comme ce système radio sont censées compenser les risques liés à Schengen. Car avec cet accord, plus question de contrôle systématique aux frontières, une situation selon les adversaires de Schengen qui profite aux criminels. Est-ce qu'on pourrait imaginer de revenir en arrière à l'état avant Schengen? Pour moi, remettre les contrôles aux frontières systématiques, c'est une solution de facilité. Et si on revoit le statut avant l'ouverture des frontières, je vous garantis qu'il n'y avait que 3-5%, selon les chiffres du corps des gardes-frontières, de contrôle en frontières. Donc vous voyez bien tout le reste des personnes qui pouvaient de toute façon circuler librement. Essayez d'imaginer, rien pour vous maintenant, si formellement des vrais contrôles aux frontières, tels que certaines personnes le souhaiteraient, imaginez la situation que ça donnerait. La frontière en tant que telle n'a jamais été un gage de sécurité. Mais vous êtes conscient que la plupart des gens conçoivent la frontière comme une garantie, comme une protection. Bien sûr. Et je pense que ce n'est pas seulement la frontière en tant que telle, c'est les moyens qu'on met à disposition en tant que force de police, force de l'ordre, corps des gardes frontières, tous services suisses confondus, pour trouver justement une solution. On estime que les gens qui n'ont rien à se reprocher doivent pouvoir passer, et on doit trouver la solution pour ceux qui n'ont pas à venir chez nous puissent être interpellés. À Saint-Gingolph, comme dans beaucoup d'autres villages autour du Léman, tous, ou presque, pensent que les moyens sont insuffisants. Ici, l'ouverture des frontières a provoqué un traumatisme. Depuis que la Suisse a voté l'ouverture des frontières, et voilà, nous avons plus de douaniers la nuit, et ce qui fait que eux sont au courant en tous les cas. Pour vous, la solution, ce serait quoi pour éviter ça? La solution, c'est qu'ils nous remettent la douane. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on remette des gardes-frontières, des douaniers en permanence ici? Pour ma gouverne personnelle, bien sûr. Hein, je suis le premier intéressé, donc je vais vous dire oui. Vu la position du magasin, s'il y avait des douaniers de chaque côté, bon, ça... il y a peut-être moins besoin de sécurité, quoi. Mais bon. Oui. L'automne commence difficilement, là. Un peu, oui. Plutôt désarmés face à l'inquiétude de leurs administrés, voici Monsieur le maire et Monsieur le président. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. À Saint-Gingolph, en tous les cas France, on laissait la porte ouverte d'une voiture, il n'y avait pas de souci, il y avait suffisamment d'autorité pour contrôler ça. Depuis, il y a des cambriolages, on en a compté jusqu'à 34 en une année. C'était quelque chose vraiment de nouveau pour nous. C'est peut-être comme ailleurs, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas senti ça comme ça. Hein. On pourrait remettre les douaniers, les gardes aux frontières, jour comme nuit. Je serais enclin à le souhaiter, dans le sens que ça permettrait une présence régulière et ça permettrait d'aventure de poser un risque par rapport au passage de la frontière, dans le sens qu'ils peuvent être contrôlés à tout moment. Maintenant, avec les accords de Schengen, c'est pas dit qu'on puisse le faire. C'est aussi une partie du canton, de la Confédération, qui doivent apporter ces réponses. Les commerçants, les habitants de Saint-Gingolph sont exaspérés. Qu'est-ce que vous avez fait ou pourriez faire pour répondre à cette exaspération?
Tout d'abord, il n'est pas dans les tâches de la police cantonale d'être présente aux frontières. C'est la tâche qui relève du corps des gardes frontières. On a renforcé notre dispositif, mais je comprends parfaitement l'attitude des gens de Saint-Gingolph. On a un problème avec les frontières, on doit travailler à remédier à cela. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? 2 peut-être, oui. Finalement, on essaie d'intégrer les gardes frontières à nos patrouilles de police, pour avoir des actions préventives communes, parce que la présence policière et douanière dissuade les criminels de venir commettre des infractions en Suisse. Puis deuxièmement, on réfléchit peut-être aussi à une solution de pouvoir faire un poste commun, police cantonale, garde frontière, dans la région de Saint-Gingolph. Depuis 2007, les gardes frontières mettent l'accent sur les patrouilles volantes. Leur but, compliquer la tâche des criminels. Mais à Genève, principale porte d'entrée des bandes lyonnaises, aucune trace de cette stratégie. Avec l'entrée dans Schengen, la moitié des gardes frontières a été attribuée à l'aéroport, une tâche auparavant assumée par la police genevoise. On a dû constater qu'il y a 150 gardes frontières qui ont dû aller à l'aéroport, et maintenant ceux-là, ils manquent dans le terrain. Il n'y a plus assez de patrouilles mobiles, et puis ça pose problème dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Au printemps dernier, la situation vire à la confusion. Berne suspend une classe de 20 nouvelles recrues, le syndicat manifeste, les autorités doivent faire machine arrière. Le malaise est tel que l'administration des douanes nous a refusé l'interview de son directeur. Après plusieurs semaines de tergiversation, elle a envoyé un porte-parole pour réciter un texte appris par cœur. Le corps des gardes frontières est d'un point de vue national en sureffectif. Le sous-effectif qui existe à Genève est compensé par les autres régions gardes frontières. Dans la région de Genève, est-ce que le CGFR dispose des effectifs suffisants pour accomplir sa mission? Alors, outre le soutien de la région garde frontière de Genève par les autres régions, le corps des gardes frontières dispose de moyens de contrôle modernes qui permettent de faire des contrôles efficaces, même avec des ressources personnelles limitées. Il ne s'agit pas de contrôler le plus possible, mais de cibler le plus possible sur la base de contrôles ciblés. C'est pourquoi ces contrôles se font sur la base d'analyses de risques qui sont très précises, ainsi que sur la base de bonne coopération avec les différentes organisations partenaires nationales et internationales. Vous pouvez nous dire combien il y a de gardes frontières disponibles 24 heures sur 24 à Genève pour les contrôles mobiles? Pour des questions stratégiques, je ne peux pas répondre à cette question. La raison de ce silence, la voici. Temps présent a obtenu ce rapport confidentiel adressé au département des finances le 12 mai dernier par Rudolf Dietrich, le directeur des douanes et donc des gardes frontières. Le commandant garde frontières dispose de 7 membres du corps des gardes frontières 24 heures sur 24 pour les contrôles mobiles. Au vu de la proximité de la région lyonnaise, le corps des gardes frontières est d'avis que l'impact d'une si basse densité de contrôle est clairement trop faible. À peine 7 hommes pour tout un canton, un chiffre dérisoire que confirme ce garde frontière. Les effectifs des patrouilles sont beaucoup moins importants que par le passé. Avant, on sortait à 5 collaborateurs qui étaient des collaborateurs expérimentés, renforcés, il est vrai déjà de policiers militaires mobiles. Et aujourd'hui, nous sortons à 3. Alors, la conséquence concrète, c'est qu'on n'ose plus s'engager à contrôler certaines personnes, notamment, par exemple, des véhicules occupés par des Lyonnais. Si on sait qu'on n'a pas un renfort sous la main, on ne va pas le contrôler, on va le laisser aller, on n'est quand même pas fou. Donc on ne peut plus lutter contre ces bandes-là. Si moi je dois organiser un contrôle mobile, il me faut 5 personnes minimum. 5 personnes formées, expérimentées, qui se connaissent. Il faut quelqu'un pour mettre l'AERS, pour empêcher les fuites. Il faut un observateur, il faut 3 personnes pour une intervention. Et ces effectifs-là, on ne les a plus. Sans compter que la nuit, il y a des nuits entières où il n'y a pas de contrôle. Nous ne nous sentons pas soutenus par l'administration des douanes. Elle devrait s'engager par rapport au département et puis faire les revendications dans notre sens et puis d'essayer à motiver le Conseil fédéral pour accorder des crédits supplémentaires qu'on puisse engager du personnel pour la région de Genève. Et combien de personnes est-ce qu'il faudrait en plus à Genève selon vous?
À notre avis, il faudrait par an 40, entre 40 et 50, et puis pour les années à venir. Mais c'est très important que les crédits nécessaires soient accordés par le Conseil fédéral en première instance et puis en deuxième instance par le Parlement. Côté suisse, le constat est clair, il faut plus de gardes frontières. Car pendant ce temps, de Lyon à Paris, les choses s'accélèrent. Actuellement, 70% des attaques à main armée commises dans l'Hexagone le sont par des jeunes de banlieue. Jérôme Pierrat côtoie ce nouveau milieu depuis plus de 10 ans. Le journaliste a même aidé Redouane Faïd, l'ancien braqueur de fourgons, à écrire son livre. Moi, je suis pas la Madame Irma du banditisme, mais il y a un truc qui est inquiétant quand même. C'est quand on discute aujourd'hui avec les gens en place, c'est-à-dire ceux qui ont 30, 40 ans de cette génération, un peu les pionniers, les têtes d'aujourd'hui, ils ont peur des jeunes qui arrivent. C'est-à-dire que là, vous commencez à vous inquiéter. On dit déjà qu'ils sont beaucoup plus radicaux que leurs anciens, ces gens de 30 ans. Mais eux-mêmes, quand ils vous parlent de la génération montante, celle des 16, 17, 18 ans, qu'on commence à voir remuer beaucoup, ils en ont peur. Ils en ont peur parce que là, les types sont encore plus déconnectés de la réalité. La police française, bon, on va pas que lui jeter la pierre, mais c'est vrai qu'elle a focalisé son regard sur le milieu qu'elle connaissait. Le milieu qu'on a depuis 30, 40, 50 ans en France, nos bons vieux lyonnais, stéphanois, marseillais, toulonnais et autres bergers corses. Donc, effectivement, la PJ, elle connaît ces mecs-là, elle a la même culture qu'eux. Hein. Les petits gars de PJ, ils ont à peu près la même mentalité, entre guillemets, que ces gens-là, ils les connaissent. Ils ont leurs petites fiches. Quand il y a un braquage de fourgon, ils sont 100 à pouvoir le faire. Ils y vont par déduction. Il y en a 10 au trou, il y en a 10 morts. Où sont les autres? Pif, pif, il en manque 5, c'est eux. Voilà. Bon, ça marchait comme ça, on va dire, en gros, avec des indices bien ancrés dans le milieu. Enfin bon, tout ça fonctionnait assez bien. Le schéma classique du polar à la française. Et puis, ben évidemment, on a dédaigné. Ces mecs de banlieue, on les appelait les crapauds. En France, c'est les policiers qui les appelaient comme ça. C'est pourquoi? Parce qu'ils disent quoi. Alors voilà, donc c'était devenu les crapauds de banlieue. Donc laisse tomber, c'est un crapaud, c'est un machin. Bon, ils mettent la casquette à l'envers, il n'arrive même pas à aligner 3 phrases. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille braquer un Brinks ou un truc un peu plus sérieux? Bon, et puis, ben, ces petits gars, ça a été leur chance. Lyon, c'est un cas particulier intéressant parce que c'est sans doute le meilleur laboratoire pour observer cette nouvelle délinquance. Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, toute la région Rhône-Alpes, là, c'est des gens qui sont largement distingués. Alors pourquoi ils sont intéressants? Parce que déjà, il y a quasiment plus de milieu à l'ancienne. Contrairement à Marseille, il y a quelques villes encore où il y a un milieu un peu traditionnel qui tient encore un peu la route. À Lyon, c'est terminé. À Lyon, les vieux voyous, ils sont au trou, ils sont pour les derniers sur la Costa del Sol et les autres sont morts. Donc vraiment, la place est nette, le grand banditisme à Lyon et dans la région est tenu par les gens de banlieue. Ce nouveau banditisme frappe jusqu'en Suisse, et il frappe fort. Les blessures sont fraîches, les victimes refusent de s'exprimer. Mais le plus surprenant, c'est que les nouveaux caïds ont repris certaines techniques de leurs prédécesseurs. Un soir de mars 1996, Gilbert Vollery rentre chez lui. Ce cadre de la banque cantonale genevoise ne le sait pas, mais une équipe niçoise l'a déjà repéré. Alors j'arrive là, et j'attendais l'ascenseur, j'ai entendu des pas, je pensais que c'était le voisin, parce qu'il était arrivé en même temps que moi, et pas du tout, c'était personne que je connais pas. Il m'a plaqué là, il a sorti un revolver, il me dit « bougez pas ». Puis j'ai pensé que c'était pour me voler mon portefeuille, et après il me dit on passez par là, passez par ici. Moi, je me défendais un peu. J'ai appelé au secours. Et tout à coup, il y a 2 autres qui sont arrivés. J'ai entendu, après, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? On le tue, quoi. Un des 3, il me dit, non, c'est pour la banque. Il me dit, est-ce que votre femme est là? Je lui dis, oui, normalement, elle est là. Il me dit, ben, on va monter et puis on va attendre demain matin pour aller à la banque, quoi. Durant la nuit, les assaillants ne brutalisent pas le couple. Mais le lendemain, en allant à la banque, ils emploient une technique que les délinquants de banlieue ont désormais adoptée.
Il m'a mis une ceinture avec des explosifs. Il m'a dit voilà, il m'a montré le télécommande. Il m'a dit si ça ne marche pas comme on veut, on peut faire actionner. Alors évidemment, là, on était un peu beaucoup stressé. Choqué, mais libéré après le hold-up, l'affaire se termine bien pour Gilbert Vollery et son épouse. Les auteurs, eux, sont arrêtés 1 an après. Mais en 2001, le banquier découvre une nouvelle génération de délinquants lors du vol de sa voiture. On l'a retrouvé à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Je ne sais plus combien de temps, 1 mois après. Elle était complètement vidée. Il n'y avait plus de siège. Il ne restait plus que le volant et le levier de vitesse. Ils avaient même dégarni les portes. C'est dingue. Le vol de véhicules, c'est comme ça que les premières équipes lyonnaises se sont fait connaître à Genève il y a près de 20 ans. Lui l'a récemment payé de sa poche. Depuis 2006, Claude Cominotte a perdu 400 000 francs. Je vais vous montrer le coffre. Avec ses vols, Claude ne fait plus de profit et donc il ne fait plus confiance aux forces de l'ordre. Voilà, les clés des voitures sont enfermées dans le coffre, j'ai la clé avec moi. On est obligé de mettre toutes les clés en sécurité. Le coffre est fermé le soir et je pars avec les clés. Avant, on avait un coffre moins sécurisé. Maintenant, c'est un coffre qui est scellé, qui fait 700 kg. C'est obligatoire. Vous avez combien de voitures ici? On tourne à peu près 80, 85 voitures. Et surtout les voitures allemandes. Hein. Surtout. Pour faire quoi, à votre connaissance? C'est pour des braquages, c'est pour... on pense que c'est pour ça. Hein. Vous avez décidé de prendre les choses en main et vous vous êtes rendu sur place. Je me suis rendu plusieurs fois sur place. J'ai cherché les voitures dans tous les sous-sols possibles et inimaginables. Vienne, Lyon, où je pensais qu'on aurait pu retrouver ces voitures. C'est assez dangereux de faire ça. Oui, mais je ne suis pas non plus de nature à me laisser faire. Vous avez décidé de passer certaines nuits sur le site? Oui, moi je passe 2 nuits par semaine au hasard, et puis je fais des rondes, j'espère tous les jours. J'espère chaque fois en attraper un. Et si vous l'attrapez? On verra. Ce sera lui ou moi. Pardon? Ce sera lui ou moi. Certains, parce qu'ils ne font plus confiance aux autorités, sont tentés de faire justice eux-mêmes. Pourtant, derrière leur exaspération se cache un problème bien plus complexe, comme le souligne le chef de la police judiciaire neuchâteloise. On est voisin de la France et dans cette France, un énorme pays, plusieurs dizaines de millions d'habitants avec des problèmes sociaux évidents, notamment dans les grandes villes. Le problème des banlieues qui résulte d'une décolonisation qui est ratée avec des jeunes qui n'identifient aucun avenir et qui survivent. Et dans leur survie, alors évidemment, la Suisse est d'une attractivité qui est devenue très forte. Dans un deuxième temps, il y a l'idéalisation des postes frontières gardés. Bien sûr, ils existaient avant l'espace Schengen. Là, on a une espèce de traumatisme dans les forces de sécurité, mais on idéalise le passé. Tous les postes n'étaient pas gardés. Le grand banditisme franchissait quand même la frontière, parce qu'on a eu pas mal de hold-up en Suisse, mais jusqu'à Zurich, mais Genève en particulier, mais Neuchâtel aussi, avec des auteurs de la mafia corse, marseillaise, lyonnaise, qui venaient malgré le fait que les postes étaient gardés. On n'a jamais eu un modèle israélien de la frontière, on n'a jamais eu un modèle, comme c'est le cas entre les États-Unis et le Mexique par rapport au contrôle de l'immigration. La Suisse est une énorme passoire au niveau des endroits où l'on peut franchir en toute sécurité, ou pratiquement en toute sécurité, la frontière. Alors au moment où on a un dispositif qui n'est plus visible, comme c'était le cas par le passé, alors oui, il y a un traumatisme, on a peur. Ça correspond à des peurs, ça correspond à des frustrations, parce qu'on les voit encore venir, mais par le passé, ils venaient déjà. En tout cas, le grand banditisme ne s'est jamais, mais au grand jamais, arrêté à une frontière. C'est absurde que de le dire, c'est aussi absurde que de le penser.